Chapitre 12. Des visiteurs indésirables. Les 4 occupants de la pièce, les 3 humains et le Coatli, se pétrifièrent et échangèrent, la couleur et la forme de la pupille mise à part, le même regard inquiet. Aucun d'entre eux n'avait besoin de mots pour connaître l'unique pensée des 3 autres. Qui pouvait bien sonner à la porte? Lucas aurait aimé croire que c'était Charles, mais savait déjà que ce n'était pas le cas. Son père et lui habitaient dans les locaux de la Telcorp, là-bas, sur le site d'extraction, à 10 kilomètres de la ville. Pour qu'ils descendent le week-end, il fallait que Michael l'amène ou le fasse conduire par un chauffeur. Mais après ce qui s'était passé le soir précédent, Lucas doutait que M. Kirov voie d'un bon œil que son fils aille retrouver son copain qui venait, quelques heures plus tôt, de violer une fois de plus la sécurité de la Telcorp. Lançant un regard vers la vitre dépolie de la porte d'entrée, il réalisa que la nuit avait succédé au crépuscule. Non, ce ne pouvait décidément pas être Charles, pas à cette heure-là. Mais qui alors? Patrick réagit le premier. « Vous 3, montez là-haut, n'allumez pas la lumière, et vous 2, il désigna Kshan et Corée. Ne vous approchez surtout pas des fenêtres. Lucas, toi tu jettes un coup d'œil par celle du couloir. Si ce sont des gens que nous ne connaissons pas, tu restes planqué avec nos invités. Pour le reste, je gère. » Cette voix qui distribuait des ordres comme un officier commandant ses hommes, froide, efficace, impressionna Lucas. Plus les minutes passaient, plus celui qu'il avait devant lui correspondait au Patrick que Franck Pestey appelait au secours. Je gère. Cela pouvait dire tout et n'importe quoi. On te laisse pas, commença-t-il. Le carillon sonna une fois encore, plus insistant. Allez, ordonna Patrick en haussant le ton. Et Lucas, de le voir là, debout au centre de la pièce, dans cette posture faussement détendue, ses muscles saillants qu'on devinait vibrant d'une énergie qui ne demandait qu'à être libérée, son regard aigu, perçant, un regard de fauve, comprit que c'était l'autre Patrick, celui de la lettre qu'il avait devant lui. Cette fois, il avait l'air dangereux. Rien ne servirait d'insister. Lucas se dirigea donc vers les escaliers que montaient déjà Corée et Kshan de sa curieuse démarche sautillante, sa longue queue raide se balançant d'un côté à l'autre. Il gravit les marches à leur suite et, une fois en haut, leur indiqua la chambre où Corée et lui avaient passé la nuit. Alors que les 2 télucidariens entraient dans la pièce, il s'avança dans la pénombre vers le bout du couloir et la grande fenêtre à travers laquelle filtrait la lumière d'un réverbère voisin. Prenant soin de demeurer invisible des regards qui auraient pu guetter la maison, il lança un coup d'œil vers l'extérieur. La rue n'avait pas changé depuis la nuit dernière, celle d'une petite cité dans une petite ville de province, à tel point que Lucas y retrouva même un gros 4x4 noir frappé du sigle de la Telcorp garé sur le trottoir. Ce qui, en soi, n'était pas normal. Pas plus que les 2 types, genre Malabar, en costard sombre, un peu trop tendus sur des muscles saillants, qui poussaient le portail pour se diriger vers les marches. Ceux-là, avec leurs maxillaires carrés à mâcher des briques, leurs coupes en brosse à nettoyer les plafonds, leurs épaules à faire blêmir les adeptes de la gonflette, même avec leur habit impeccable, on ne pouvait décemment pas les prendre pour des témoins de Jéhovah. Il crut soudain voir un des 2 types, comme averti par un 6e sens, lever la tête et braquer son regard pile vers la fenêtre où il se trouvait. Il se replia précipitamment dans l'ombre du couloir et, le cœur battant, attendit la suite des événements, qui ne tarda pas. Du salon, alors qu'il s'approchait des marches,
montait maintenant vers lui une musique et les dialogues d'un film. Patrick avait dû allumer le téléviseur pour donner le change et couvrir les éventuels bruits venus de l'étage. À peine était-il parvenu à la hauteur de la chambre où se trouvaient Corée et Kshan que Lucas entendit des coups ébranler la porte d'entrée. Patrick ne répondit pas. Il attendit qu'une seconde rafale martyrise le panneau de bois pour lancer, d'une voix de rogome, comme quelqu'un dérangé dans son émission favorite. « Oui, ça va, on arrive. » Lucas l'entendit se lever, puis se diriger vers l'entrée en prenant tout son temps. « Oui. » Cette fois juste derrière la porte, alors que des coups redoublaient. « Attendez que je trouve ces clés, bon sang !» Incapable de résister à la tentation, et conscient de commettre une imprudence, Lucas s'approcha encore de l'escalier et s'agenouilla sur les marches qui conduisaient au palier supérieur. Ainsi, il disposait d'une bonne vue sur l'entrée, tout en demeurant lui-même dans l'obscurité. Il vit donc son oncle déverrouiller la porte et ouvrir pour dévoiler les deux gorilles qui occultaient le perron de leur masse dense et compacte. « Monsieur Pesteil ?» demanda le plus blond des deux, dont le regard d'acier ne rendait pas grand-chose à celui de Mikhaël Kirov, d'une voix de basse à faire trembler les murs. « Lui-même » répondit Patrick affable, qui, comparé aux deux autres, en devenait presque fluet. « Et vous-même? J'ai pas commandé de pizza. Alors je pense pas que vous veniez me livrer. Et entre nous, vous n'avez vraiment pas la dégaine pour ça. Alors quoi? Vous vendez des calendriers de rugbyman tout nus pour acheter des rameurs au club de culturisme? Vous voulez m'expliquer comment je peux sauver mon âme en faisant des pompes? » Le second, le comique des deux, rétorqua du tac au tac. « Non, on vient pour le bal des culturistes. »« Toi, t'es un marrant, » apprécia Patrick aussitôt avant d'ajouter. « Bon, c'est pas tout ça, mais si vous vendez rien et que vous n'êtes pas là pour le salut de mon âme, je vais retourner à ma télé parce que j'ai mon feuilleton qui va commencer. »« Ça devra attendre un peu, monsieur Pesteil, » intervint le premier de sa voix à faire accoucher les femmes enceintes. « Ah non, ça risque pas. » Patrick énuméra. « Anaïs vient de surprendre Théo avec sa langue dans la bouche de Lola, pile le jour de leur fiançailles. Alors vous imaginez la crise? Je peux pas rater ça. Et puis la petite Émilie vient d'accoucher d'une fille, mais son mec s'est fait coffrer sur la canne-bière pour avoir dealé de la drogue. Mais c'est pas le pire, parce que son labrador est tombé malade après avoir mangé une rescasse pas fraîche. »« Monsieur Pesteil, nous sommes ici pour votre neveu, Lucas Pesteil. »« Lucas? Qu'est-ce qu'il vient faire dans cette histoire ?» Décidément, Patrick jouait très bien l'imbécile. Nous voudrions lui parler. « Vous êtes de ses copains ?» Lucas en aurait presque éclaté de rire devant l'expression contrariée du Malabar, si l'impression de menace qui sourdait de ces deux montagnes de muscles qui devaient bien prendre une demi-tête à Patrick n'avait été si forte. La tension montait chez les deux gorilles en costard, comme la vapeur dans la marmite, et ne tarderait pas à exploser. « Trêve de plaisanterie, monsieur Pesteil. Nous avons des raisons de croire que votre neveu est lié à l'incident d'hier soir. »« L'incident d'hier soir ?» répéta Patrick. « Vous m'excuserez, mais c'est un peu vague. » Un soupir excédé siffla entre les lèvres de son vis-à-vis. « La foreuse, monsieur Pesteil, et ne me dites pas que vous ne savez pas. Toute la ville et ce pays sont au courant. »« Ah oui, la foreuse ! J'ai vu ça dans le journal. » Patrick marqua une pause avant de poursuivre. « Bon, vous m'excuserez, les gars. Qu'un de vos engins massacre le gazon du stade, c'est pas moi que ça dérangera le plus, mais j'y suis pour rien, pas plus que mon neveu. Si vous faisiez un peu plus gaffe à vos joujoux, ça n'arriverait pas, et à ma connaissance, mon neveu ne peut pas vous avoir piqué votre machin à faire des trous. Parce qu'une heure plus tôt, c'est votre patron qui me l'a ramené dans sa belle voiture noire. » Il se pencha sur un côté et désigna le 4x4 à bord duquel attendait visiblement un troisième homme. « La même que celle-là !» Nouveau soupir excédé du Malabar en costume noir qui présentait visiblement des difficultés à garder son calme et dont le visage virait de plus en plus au rouge. « Nous n'avons pas dit qu'il avait volé cet engin, mais nous avons la certitude qu'il a porté secours à un de ceux qui nous l'ont volé. Il a été vu en sa compagnie par un témoin oculaire, dans le parc, juste derrière. »« Mince, pesta Lucas. Le poivreau d'hier soir n'avait pas assez bu pour oublier sa rencontre avec Corée. Cela dit, Lucas ne pouvait lui jeter la pierre.
Lui non plus ne l'aurait pas oublié. Patrick, lui aussi, devait avoir fait le lien, mais ne désarmait pas pour autant. Un témoin oculaire? Et je peux savoir lequel, s'il vous plaît? Vous n'avez pas à le savoir, monsieur, et... Patrick ne le laissa pas finir. Ah, je n'ai pas à le savoir. Bon, ben nous en avons terminé. Je suis désolé pour vous, mais mon neveu est sorti. Les deux gorilles échangèrent un regard. Lucas sut, à la tension qui grimpa d'un cran, qu'ils avaient pris une décision, comme des robots changeant leur mode de programmation pour passer à une autre tâche. Nous savons qu'il est ici, monsieur, alors laissez-nous le voir et fouiller cette maison où, exigea le premier en haussant à peine le ton, mais à lire l'expression qui se peignait sur son visage tout en angle, qu'on aurait dit taillé à même un bloc de marbre, Lucas devinait que la prochaine réponse de Patrick serait la dernière avant qu'un autre dialogue ne s'engage. « Ou quoi? Vous entrez en force? Vous êtes ici chez moi, et jusqu'à preuve du contraire, vous n'êtes pas de la police. Vous n'avez pas de mandat d'arrêt, ni de commission rogatoire. Alors vous allez gentiment faire demi-tour, remonter dans votre saleté de 4x4 et retourner d'où vous êtes venu, où je vous garantis qu'il va y avoir de la dent cassée dans les secondes qui viennent. » « C'est votre dernier mot, monsieur Pestey ?» demanda encore le premier, comme s'il se sentait obligé de prononcer cette phrase avant de passer à l'action, mais jubilait déjà intérieurement. « Oui, » répondit distinctement Patrick, sans une once de crainte. Le premier, avec un sourire, se tourna vers le second pour lui adresser un signe de tête. Après, tout fut trop rapide pour que Lucas pût suivre. En moins de 3 battements de paupières, le second gorille s'avança vers Patrick, qui, à une vitesse ahurissante, s'empara de la statue aztèque posée sur le meuble de l'entrée et la lui fracassa sur le crâne. Le type s'écroula comme une masse. Le second, voyant son camarade s'effondrer, plongea la main dans sa poche, en tira un automatique et le braqua sur Patrick, qui le fit sauter de ses doigts d'un coup de pied magistral. L'arme s'envola à travers le salon et vint buter contre la première marche des escaliers. Changeant de tactique, le colosse en costume noir se mit en garde et commença à tourner autour de Patrick. Ce dernier fit de même, glissant sur ses jambes légèrement fléchies, comme Lucas l'avait vu faire dans les films d'action qu'ils regardaient parfois tous deux. Car c'était très exactement l'impression qu'il avait à cet instant, se retrouver plongé dans un film, tant la scène qui se déroulait sous ses yeux lui paraissait irréelle. Et ce, d'autant plus qu'un des deux combattants, qui, déjà, lançait attaque et feinte à un rythme infernal, était son oncle. En moins de 3 battements de cœur, Patrick avait esquivé 2 coups de pied et 3 manchettes que Lucas n'avait même pas vu venir, et répliqué par un fauchage aux jambes que l'autre n'évita que de justesse. Patrick se redressa aussitôt. L'autre, en garde, s'avançait à nouveau. À voir la différence de taille et de gabarit, on n'aurait pas parié sur Patrick. Mais à les regarder bouger tous les deux, le gorille au costard en désordre, le col déchiré, et son oncle, on devinait d'instinct qui était le prédateur et qui était la proie. Tel un lion tournant autour d'un pachyderme, Patrick, méthodique, testé, attendait l'ouverture, la faille. L'autre frappait des pieds, des mains, s'épuisait en vain contre cet adversaire qui anticipait chacun de ses gestes, devançait chacune de ses attaques. L'expression du colosse, la lueur inquiète dans son œil, était l'aveu de sa défaite. Ce n'était, comprit Lucas, qu'une question de minutes, voire 2 secondes, mais l'autre savait. C'est à cet instant précis, alors que la victoire prochaine de Patrick ne faisait plus aucun doute, que Lucas devina, sur le perron, la présence d'une nouvelle ombre imposante. Un 3e gorille. Patrick, qui tournait le dos à l'entrée, son attention tout entière focalisée sur son adversaire, ne l'avait pas vu approcher. Le nouvel arrivant, découvrant le duel, plongeait déjà la main dans son costard. Il fallait agir. Lucas, avisant le pistolet qui gisait juste en bas des escaliers, se décida en une fraction de seconde. Dévalant les marches, il se jeta sur l'automatique, l'attrapa, visa et...
ne put appuyer. C'était un homme qui se tenait devant lui, et il ne parvenait pas à presser la détente en sachant qu'il allait le blesser, peut-être même le tuer. Trucider des centaines, des milliers d'adversaires dans un jeu vidéo ou sur les champs de bataille miniatures avec ses figurines était une chose, mais liquider de sang-froid un être humain. L'autre avait sorti de son habit un automatique, mais au lieu de braquer Patrick avec son canon, avait retourné son arme et l'avait levé pour lui abattre sur le crâne. Lucas, à la torture, le doigt sur la détente, hésitait. S'il ne tirait pas, le gorille allait assommer Patrick, et les deux, débarrassés de lui, pourraient concentrer leur attention sur les Télucidariens et lui. Il ne se faisait aucune illusion quant à ses chances contre ne serait-ce qu'un seul de ces types croisés avec un char d'assaut qui l'aurait cassé en deux d'une seule main. Quant à Kshan et Corée, la jeune fille avait bien son bracelet, mais son pouvoir serait-il suffisant pour repousser ces deux colosses déterminés à les prendre? Il en doutait. Son doigt tremblait encore sur la détente quand, dans un sifflement furieux, qui fit courir dans son dos un long frisson, une silhouette étroite passa au-dessus de sa tête. Il eut à peine le temps de surprendre l'éclat de dents ivoirines et de longues griffes en faucille que l'ombre d'un prédateur tout en écailles, en muscles et en nerfs, s'abattait sur le gorille, tel un oiseau de proie sur son futur repas. Il y eut une grande agitation quand le Malabar, un croisement de rapaces, de crocodiles et d'humains accrochés à son torse, bascula en arrière. La longue queue ossifiée godilla furieusement quelques secondes, dans un mélange de cris étouffés et de sifflements agressifs. Puis plus rien. Lucas, saisi de crainte devant ce déchaînement de violence saurienne, se demanda si Kshan avait tué le Men in Black ou l'avait simplement mis hors d'état de nuire. Lui qui avait jusqu'alors considéré le théropode comme un être inoffensif et un peu comique, avait du mal à envisager que ses semblables aient pu inquiéter qui que ce soit. Il s'était montré sceptique quand Corée avait affirmé que les Cogatli étaient de grands chasseurs, tant il ne parvenait pas à juxtaposer l'image de Kshan avec ce qu'elle lui décrivait. Il mesurait maintenant l'étendue de son erreur. Il manqua pourtant éclater d'un rire nerveux quand le dinosaure, se retournant vers eux, avec un « on ne sait quoi d'emprunté », comme un gentleman qui vient de laisser échapper une vulgarité, s'excusa. « Je suis désolé, mais j'ai peur de m'être un peu laissé aller. » Il y avait un tel décalage entre ces paroles prononcées de cette voix sifflante sur un ton précieux et la gueule triangulaire du Coatli tachée de rouge que Lucas ne savait plus s'il fallait rire ou prendre ses jambes à son cou. Patrick et son adversaire, arrêtés en plein geste comme des personnages de jeux vidéo ou de films figés par la pression d'une touche pause, fixaient eux aussi le Coatli avec des regards égarés. « Je vous en prie, » ajouta la créature en se léchant la gueule de la double pointe de sa langue bifide, avec une distinction très aristocratique pour en faire disparaître le sang. « ne vous dérangez pas pour moi. » Patrick, plus prompt que son adversaire, ne se fit pas prier et expédia dans la tempe de l'autre un coup de pied magistral qui l'envoya au tapis, sonné pour le compte. Le Malabar s'était à peine effondré, les déshumains et le Troudontidae s'observaient immobiles, le souffle court, quand, de la rue, monta le hurlement suraigu de la gomme sur l'asphalte, celui des pneus de la grosse voiture. « Le pilote !» lança Patrick en courant vers l'entrée, où Lucas le suivit aussitôt. Mais il était trop tard pour faire quoi que ce soit. Le 4x4, au bout de la rue, s'achevant devant le gazon de la plaine des Jeux, faisait demi-tour sur les chapeaux de roue dans le sifflement ténu de son moteur électrique. Le conducteur, si ce n'était déjà fait, allait appeler le central de la Telcorp. Dans une demi-heure, Mikhail Kirov débarquerait avec ses gorilles et peut-être aussi la police pour faire sale comble. Lucas, qui tenait encore le pistolet dont il ne s'était pas séparé et qui pendait inutile à son bras, fit un instant mine de le braquer sur la voiture qui passait juste devant la maison et renonça. Non, décidément, il n'était pas prêt à faire feu sur un autre être humain ou même son véhicule. Patrick, lui, n'hésita pas. Arrachant l'arme des doigts de son neveu,
Il la brandit et aurait certainement tiré si l'énorme 4x4, qui devait bien peser plus d'une tonne 5, n'avait soudain valsé de côté, quittant la route pour le gazon de la plaine des Jeux, où, comme propulsé par une main invisible, il exécuta 3 tonneaux avant de s'immobiliser sur le toit, ses roues tournant à vide dans le sifflement emballé de son moteur. « Nom de !» commença Patrick en fixant d'un œil incrédule le véhicule renversé comme un jouet rejeté par un gosse en colère. Lucas, pris d'une subite inspiration, pivota vers la maison pour lever les yeux vers l'étage supérieur avant de murmurer « Pas qu'est-ce que... Qui ?» Patrick, intrigué par le ton de son neveu, se tourna à son tour pour fixer l'étage supérieur et, plus précisément, la fenêtre en bow-window du couloir. Là, son buste penché à l'extérieur, tel une figure de proue fantasmagorique, son bras droit tendu devant elle en direction du 4x4 renversé, se dressait Corée. Dans sa paume ouverte phosphorait encore la pierre de tellurium qui éclaboussait de sa lueur moirée le visage de la jeune fille, sa longue chevelure d'albâtre et allumait dans ses yeux améthystes une flamme inquiétante. À voir son expression farouche, que nulle hésitation ne venait altérer, Lucas mesura soudain l'abîme qui les séparait, elle, enfant d'un monde sauvage, d'un pays en guerre, qui avait vu des parents, des amis, mourir de manière violente et traverser les horreurs d'un conflit inique, et lui, fils d'une époque de confort et d'aisance qui, jamais, n'avait eu à se battre. Elle était, réalisa-t-il, bien plus proche de Patrick que de lui. Patrick qui murmura, appréciateur. « Elle me plaît, ta sœur, Lucas. » Il ajouta aussitôt avec un curieux sourire. « Mais rappelle-moi de ne pas l'énerver. » Sur ce, il se pencha sur le malabar échoué à leurs pieds, celui que Kshan avait intercepté et qui, inconscient, étreignait encore sa main empoissée de sang que le théropode avait dû frapper d'une de ses griffes, et chercha son pouls de ses doigts. « Bon, ajouta-t-il d'une voix calme et posée, « Lucas, tu vas me filer un coup de main. »« Pourquoi faire ?» répondit son neveu, les yeux toujours levés vers l'étage, où la silhouette de Corée se diluait dans l'ombre, telle une apparition spectrale. « La première maison est à 300 mètres. Je ne pense pas que quelqu'un ait entendu ce bazar. Une chance pour nous que je n'ai pas eu le temps de tirer, que l'arme de ta petite sœur ne fasse pas de bruit, et que cette saleté de 4x4 ait fait sa cabriole dans le gazon. Si le conducteur n'a pas eu le temps d'appeler Kirov, on a peut-être 1 heure ou 2 devant nous avant qu'on les retrouve. Mais on a intérêt à ficeler tout ce beau monde. »« Ficeler ?» répéta Lucas incrédule. « Les attacher. Qu'est-ce que tu crois qu'ils vont faire quand ils vont se réveiller ?» Il se redressa. « Allez, amène-toi. On va voir cet engin et sortir le pilote. » Se tournant vers le Kowatli qui les avait rejoints, il ajouta. « Kshan, surveillez-moi ces 3-là. » Il désigna un épais bâton de marche qui saillait d'un porte-parapluie juste derrière la porte. « Et si l'un d'entre eux bouge, replongez dans le sommeil. » Comme Patrick descendait des escaliers, Lucas, son regard passant du bow-window à présent vide à Kshan, puis au malabar inconscient, se demanda dans quelle aventure il s'était embarqué. Alors qu'il imitait son oncle, une nouvelle certitude s'imposa à lui. Cette nuit promettait d'être longue.